Bonjour, je m'appelle Nihad, j'ai 21 ans, je suis rédactrice web et activiste environnement. Là, nous sommes à la plage de Lomé et je vais me faire le plaisir de vous faire découvrir quelques aspects du Togo. Là, nous sommes au marché et c'est là que je fais toutes mes courses. Il s'anime chaque 5 jours. Et si nous sommes là, c'est pour parler médecine traditionnelle. Et je vais vous montrer les colonnes vertébrales des serpents même. Le voilà. Tout ce que vous devez acheter. Voilà. Donc c'est ce qui peut faire que la maladie sera guérie. On prépare cette truc ici pour les gens qui ont de asthmatiques. Les gens qui ont de asthme. La personne va mélanger ça avec la miel et commence à prendre 2 cuillerées le matin et 2 cuillerées le midi et 2 cuillerées le soir. Si c'est un petit. Et si c'est un grand, il peut prendre 3 cuillerées le matin, 3 midi et 3 le soir. Comme ça, la maladie va finir comme asthme. C'est toujours d'actualité, tu sais, mais aujourd'hui c'est moins récurrent. On a plus recours aux plantes, beaucoup plus aux plantes qu'aux os, au reste d'animaux. Mais beaucoup de personnes, en tout cas dépendamment de la maladie, on utilise les os. Mais moi, particulièrement, je suis plus dans les plantes. J'ai connu la médecine traditionnelle à travers les plantes. Ça, c'est du nep-nep. Donc, c'est contre les plaies intestinales. C'est des graines en fait. Du coup, on peut les faire bouillir. Tu peux les mélanger avec d'autres plantes et pour en faire une tisane que tu vas boire. Et dépendamment du mal dont tu souffres, tu as ta posologie en fait. Du coup, moi, j'en prends matin et soir. Maintenant, après, si tu as une autre maladie qui nécessite que tu en prennes beaucoup moins ou beaucoup plus, ben, la revendeuse va te dire, ben, fais comme ci, fais comme cela et voilà. Moi, je suis du Nord et au Nord, c'est vraiment commun d'utiliser ça depuis notre temps d'enfance. On fait boire aux enfants juste pour qu'ils aient de la force. On nous fait des bains avec des plantes médicinales. Donc, en fait, c'est dans notre tradition à nous. Maintenant, ici au Sud, c'est pas vraiment dans les habitudes. Et beaucoup de jeunes sont quand même réticents parce qu'ils se disent qu'ils font beaucoup plus confiance à la médecine moderne. Ils suivent une posologie donnée. Mais moi, j'ai des résultats assez convaincants, sinon très convaincants par rapport aux plantes que j'utilise. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et très souvent, quand des amis, ils ont des soucis, ils souffrent de quelque chose, et je leur dis, ben, va au marché, approche-toi d'une dame qui vend des plantes et tout, elle va te faire un mélange qui va te soulager. Donc, moi, je fais confiance. Et la médecine traditionnelle, elle est intemporelle parce que c'est des plantes qu'on aura aujourd'hui, demain, dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est pas prêt de finir. Et on n'a pas d'effets secondaires. Voilà. Donc moi, je ne prends pas un médicament pour avoir des effets secondaires. Et donc, je ferai la pub bien volontiers pour la médecine traditionnelle. Bah, du coup, là, on va aller voir la doyenne de la médecine traditionnelle ici au marché. Elle s'appelle Maman Adia. Suivez-moi. Moi, je veux savoir un peu ce que vous faites ici, ce que vous vendez ici. Je vends les produits indigènes, traditionnels. Je traite beaucoup de maladies. Des maladies comme quoi, par exemple? Palu. Le palu. Hémorroïdes, faiblesse sexuelle. Pour la conception aussi. Du coup, comment vous faites si je viens que je ne sais pas exactement de quoi je suis? Peut-être j'ai des maux de ventre ou bien c'est la tête qui me fait mal. Comment vous faites pour savoir que voilà, je dois mélanger telle plante et telle plante pour que ça puisse me guérir? On n'a pas de thermomètre ni d'ordonnance. Oui. C'est ça. Ça vient comme ça, tu donnes ça aussi. Et vous léguez ça à vos filles aussi? Oui, je donne à mes filles, mes propres filles, mes petites filles. C'est-à-dire que les femmes de mes enfants, demain peut-être je ne serai plus là.
Et je ne veux pas que ma pharmacie là sera fermée. Celle-ci, c'est ma belle-fille. Celle-ci, ma petite, ma Benjamin. Ma petite fille. Elles sont mes assistantes. Moi, je suis docteur. Elles sont mes assistantes. L'une des maladies les plus récurrentes ici au Togo, c'est le paludisme. En saison pluvieuse, des milliers de personnes continuent de consulter pour cette raison-là. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Une solution est apparue et on va la découvrir aujourd'hui. Ce sont des enfants hospitalisés pour le paludisme grave. C'est un cas ici. Ici aussi, c'est un cas de paludisme grave, forme neuroanémique que nous avons hospitalisé. Maintenant, l'enfant est réveillé. Il est sorti du coma. Avant, il était en coma. Maintenant, ça va. Au fond, nous vidéo. Les parents perdent leurs enfants. Le flot est résistant. Quand l'enfant arrive, il a la fièvre, parfois il convulse et puis parfois il y a des vomissements. Nous utilisons la quinine. On fait la quinine en perfusion matin et soir. Matin et soir pendant 3 jours, 4 jours. On peut aller même jusqu'à 5 jours parfois. Ça dépend de la gravité de la maladie. De nos jours, le paludisme il reste toujours la première cause de consultation médicale, sauf que depuis quelques années, il y a une plante qui est apparue un peu comme la solution miracle, et c'est l'artémisia. Et d'ailleurs, nous sommes ici dans ce centre où on la produit, et c'est pour ça qu'on est là. Là, je vais à la rencontre de monsieur Aimé Félix Diama. Il est agronome et il va me dire tout ce qu'il y a à savoir sur l'artémisia. Bonjour. Bonjour. Là, voilà donc cette fameuse artémisia, c'est cela? Voilà, tout à fait, c'est l'artémisia annua, une plante d'origine chinoise qui appartient à la famille des Astéracées. Elle a une odeur plutôt particulière. Oui, très, très marquée. On sent qu'il y a du parfum, c'est aromatisé et c'est ce qui va aussi donner le goût à la plante, en tout cas au moins l'odeur à la tisane lorsqu'on va l'infuser. Cette odeur provient des principes actifs ou c'est généralement quoi? Cette odeur, c'est plus lié aussi aux différents composés qui sont dans la plante. À mon avis, en tant qu'agronome, on n'arrive pas à savoir lequel principe actif ou quel élément qui est derrière ce parfum. Mais ce qui nous intéresse dans le cas précis, c'est l'artémésinine, qui a été reconnue par l'OMS comme l'espoir dans la lutte contre le palud. Ce principe actif permet de stopper un cycle, dans le cycle du paludisme. Ça intervient rapidement à stopper le développement des mérozoïdes, donc le parasite, le Plasmodium falciparum, son développement dans un stade supérieur. Okay. Donc ce principe actif est utilisé et mobilisé dans les médicaments conventionnels. Mais on va la retrouver dans cette plante-là, Artémisia annua, et on va le prendre, lorsqu'on le prend en infusion, on va donc ingérer ce principe actif. Mais l'OMS a des craintes par rapport à la résistance que peut occasionner la prise de l'artémisia annua en tisane sous différentes doses en fait. Parce que dans la tisane, on n'a pas à chaque fois la dose qu'il faut, mais on soutient la thèse de la synergie à nouveau des 200 principes actifs. Donc l'OMS recommande plutôt l'utilisation d'une autre plante, l'Artémisia afra, mais pas de l'Artémisia annua à l'heure actuelle. Mais dans le réseau des maisons de l'Artémisia, on plaide à ce que ce soit davantage connu et qu'un jour le marché soit inondé d'Artémisia annua comme alternative qui vient aussi renforcer les autres alternatives classiques qui existent déjà. J'espère vivre dans une Afrique libérée de ce fléau d'ici 10-20 ans.
En tout cas, si l'OMS, sinon toutes les institutions, les organismes de la santé donnent leur approbation pour l'utilisation de l'artémisia, parce que ça sera un poids, parce que ça donnera confiance aux populations. Et oui, j'espère vivre dans une Afrique sans palu si chaque ménage a un plant d'artémisia au sein de sa cour qu'il peut utiliser en infusion pour prévenir et guérir le palu. Donc oui, j'ose espérer, sinon je suis très optimiste quant à une Afrique sans palu. Mon Afrique à moi, c'est hélas une Afrique également touchée par le réchauffement climatique. Ici, nous sommes sur la côte togolaise qui est rongée par l'avancée de la mer. Et le dérèglement climatique n'a pas que des effets sur la côte, mais également sur la vie des pêcheurs qui vivent aux alentours. Là, c'est la route qui est rongée par la mer et il y en a 2 autres déjà qui ont été engloutis dans la mer. Et ce qui est effrayant, c'est qu'il y a 6 ans de cela, j'étais ici et la côte, elle était à 150 mètres plus en avant. Bonjour papa. Bonjour. Comment c'était avant que la mer n'arrive? Avant, il était de la mer. Ils disent qu'avant, les poissons qu'ils arrivaient à avoir de la mer, ils ne les ont plus. Malgré l'avancée de la mer, il y a certains poissons qui n'arrivent pas à avoir de la pêche. Du coup, c'est un peu difficile pour eux qui sont pêcheurs et qui vivent de ça comme activité génératrice de revenus. Et aussi, avant, il y avait de plus gros poissons. Ça, c'est petit. Et il explique justement qu'avant, il y avait de très gros poissons et que les femmes n'arrivaient même pas à les prendre tous. Elles n'arrivaient même pas à revendre tout parce qu'il y avait énormément de poissons. Mais maintenant, c'est difficilement qu'ils ont des poissons assez gros. Du coup, il raconte qu'avant, pour pêcher les dorades, ils lançaient les filets à 40-35 mètres. Et ils laissent, le lendemain, ils reviennent récolter les dorades. Sauf que maintenant, puisque la mer a avancé sur la route, ils ne peuvent plus prendre ce risque parce que les filets ils vont rester sur les cailloux et ils ne vont pas avoir de poissons. Et c'est vraiment malheureux. Et les filets aussi peuvent disparaître dans l'eau. Je pense qu'il urge de mener des actions, il urge peut-être de poser des digues ici pour freiner l'avancée de la mer afin de sauver ces populations-là. Dans 10 ou 15 ans, si rien n'est fait, malheureusement, ces villages qui continuent de reculer vont carrément disparaître. Et ces pêcheurs qui vivent de la pêche ici ne pourront plus mener à bien leur activité. Mais si on change la donne, si des digues sont posées, si des roches sont posées, alors je pense bien que la vie de ces populations sera améliorée. Et je pense que le Togo a les moyens de lutter contre l'érosion de ses côtes, d'autant plus qu'il y a un grand projet qui est un projet qui concerne les pays ouest-africains côtiers et qui consiste en la construction de digues pour justement freiner l'avancée de la mer. Et si ce projet est mis en place, oui, le Togo luttera effectivement et efficacement contre l'avancée de la mer et les populations riveraines seront protégées, leur activité également ne sera plus freinée, ne subira plus les conséquences de l'avancée de la mer. Et oui, je suis optimiste quant à cela. Mon Afrique à moi, c'est aussi des villages comme celui-ci. Nous sommes à Donomadé, à 2 heures de route de Lomé. C'est un village assez reculé, mais les populations ici ont de l'eau et de l'électricité à base d'énergie solaire. Elles utilisent également des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Je vous fais découvrir tout ça. Dans ce village, ils ont mis en place une ferme piscicole et là, on va aller voir de quoi il s'agit concrètement. Suivez-moi. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des villageois, le fait d'avoir des étangs piscicoles ici? Le fait, ça permet aussi les villageois d'apprendre comment on élève les poissons, aussi avoir aussi les poissons à chaque moment. Avant, comment il faisait pour avoir les poissons? Il allait dans les autres villes, à Tablubo, il y a les bateaux pour aller chercher les poissons. Mais maintenant, ici, actuellement, ils ont
Les poissons à domicile. À domicile. Je trouve que c'est une bonne initiative dans la mesure où cela permet aux populations d'avoir du poisson à volonté et aussi non plus à parcourir des kilomètres et des kilomètres avant d'en avoir. Et ce qui est encore plus touchant, c'est que les populations apprennent directement ce que c'est que la pisciculture. Par exemple, ils me racontaient que les enfants, ils viennent ici nourrir les poissons. Et quoi de plus beau que ça? C'est-à-dire qu'ils investissent, sinon ils donnent de leur temps et de leur énergie pour que les étangs piscicoles donnent un rendement plus grand. Donc je pense que c'est bien, c'est des initiatives à applaudir et à promouvoir dans d'autres villages togolais. Ben là, je vois des femmes qui travaillent dans les champs. Je vais aller discuter avec elles et leur demander si leurs pratiques ont changé. Elles disent que le paillage permet de protéger le sol, mais aussi évite d'utiliser l'engrais. Du coup, depuis qu'elles utilisent le paillage, elles n'utilisent plus d'engrais. Et ici à la ferme et dans leur champ également. Du coup, ça fait moins de coûts financiers et le travail est plus rapide parce que le sol il se régénère beaucoup plus rapidement. Je me rends compte que les populations mangent beaucoup plus sainement ici. Plus d'engrais chimiques, c'est de la nourriture bio. Et voilà, ça me réjouit parce que ça montre que vraiment l'environnement il est protégé, le sol il est protégé, leur santé à eux, sinon à elles, à toute la population est protégée. Ils mangent plus sainement et je les envie presque parce que moi à Lomé, je ne suis pas sûre que tout ce que je mange c'est sain. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour du Togo et que vous en avez appris énormément. On se dit à bientôt. Au revoir. Je vois un Togo vraiment verdoyant et un Togo où les populations consomment beaucoup plus local et sont impliquées dans tout ce processus qui va de la production à la récolte et à la revente des produits. Donc pour moi, c'est un Togo vraiment durable que je vois d'ici 10 à 20 ans.